Nous sommes à Verdun, sur l'île de Montréal. Sur ce simple terrain vague, durant 60 ans, des voix se sont fait entendre sur toutes sortes de registres pour décrier, contester, divertir, informer ou amuser. De 1946 à 2006, des dizaines d'artisans ont pratiqué leur art à CKVL et C'est quoi? Deux stations de radio qui ont eu une influence capitale dans l'histoire des communications au Québec. La disparition de l'édifice situé au 211 Gordon prouve une fois de plus que la radio est l'art de l'éphémère. Alors, la rue Wellington, c'est évident, il n'y a à peu près aucun des commerces qui sont ici aujourd'hui qui existaient dans ce temps-là. Qu'est-ce qu'il y avait? Oubliez que Verdun était un quartier ouvrier. Le taux de chômage là, de 4 3 Tout le monde travaillait. Alors, il roulait un peu d'argent. Le samedi, ici, les rues, le jeudi, vendredi soir, les rues étaient bondées. Le magasinage. Je pense que lorsqu'on jette un coup d'œil aux radios du monde entier, la première chose qui frappe, c'est comment elles sont, au fond, le reflet des sociétés là, qui les font vivre. C'est vrai d'un point de vue publicitaire, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue psychologique également, politique, les thèmes qu'on aborde, de quoi on parle, notre manière de nous exprimer, le choix des termes également. Comment, au fond, donc, la radio, partout à travers le monde, et c'est particulièrement vrai au Québec, évidemment, on le comprendra à cause de notre statut de minoritaire, comment elle finit par se faire le miroir, légèrement déformant, il est vrai, mais certainement miroir de la société qui l'a fait vivre. Quand le monde entrait, là, puis voyait ça, là, il lui demandait « C'est où que vous faites il y a trop de bonheur? » Puis de faire quelque chose. C'est ça. Les autres, ils pensaient qu'on les amenait dans un garde-robe, un local, un petit studio. Alors là, les gens nous parlaient après. J'ai jamais pensé ça. Il y en a qui étaient déçus. Il y en a qui disaient « Non, c'est bien vieux, c'est bien laid, c'est bien cheap. » Puis il y en a d'autres qui disaient « Incroyable que quand on vous écoute en ondes, on aurait l'impression que vous êtes dans une navette spatiale. » 96.9 le son de Montréal. C'était facile d'arriver ici, contrairement aux autres postes de radio, il faut toujours que tu prennes l'ascenseur. On arrivait, moi puis Michel Barrette, avec nos Harley-Davidson. On entrait sur notre élan dans la station jusqu'au studio théâtre en arrière, puis on parquait deux Harley là, puis on allait faire le show de radio. On les fermait en entrant pour pas gazer tout le monde. Sauf que la première fois, on n'y a pas pensé. On est rentré sur l'élan avec le gaz carbonique qui sortait des straight pipes. On a empoisonné tout le monde. L'industrie de la musique, comme l'industrie des médias, est en plein bouleversement actuellement. Au départ, à la radio, on parlait, on mettait de la musique pour changer un peu l'atmosphère. Et les prestations étaient en direct. Et on ne réalise pas encore aujourd'hui ce que ça pouvait vouloir dire d'avoir l'orchestre au complet qui jouait avec des fois un seul micro. Écoutez en ce moment le dernier appel du Studio Théâtre C'est quoi? Le légendaire Studio Théâtre C'est quoi? Et ça faisait juste changer un peu l'atmosphère. Il y avait quelques spectacles qui étaient retransmis. C'est jamais de me retrouver sur la scène où Léon Lachance faisait tourner Elvis. Et ce soir, ben c'est une page importante de la musique. C'est ici qu'ils ont inventé ça, les palmarès, les hit parades et tout. Donc, Tin Pan Alley puis le Billboard existait, mais disons que c'est eux qui ont emmené ça ici. Je me sens nostalgique un petit peu le fait qu'on laisse l'endroit ici, parce qu'on est habitué. Hein? C'est une place que, dans le studio théâtre, on a mis à notre goût. Puis, je sais pas si c'est... On est un peu nostalgique, c'est sûr. Syntonisez la bonne fréquence. Préparez-vous à l'enregistrement. Aux États-Unis, ça faisait longtemps que ça existait, la radio Top 40. Nous, on a voulu appliquer différemment cette règle-là, ce format-là. Alors, au lieu de le faire à l'américaine, on l'a vraiment fait à la québécoise. À C'est quoi, dans les années 90, il y a une émission qui s'appelle le 6 à 6, qui a débuté au début des années 90. Les 6 chansons les plus demandées. Et souvent, c'était les mêmes chansons pendant une semaine, même 2 semaines. Il y avait à peine une chanson qui changeait. Et pourtant, c'était l'émission la plus écoutée sur les ondes de la radio FM au Canada. Ça battait les nouvelles. Ça avait changé, en fait, les habitudes d'écoute parce que, traditionnellement, à 18 h, on écoutait les nouvelles à la radio.
Voici les 6 chansons les plus demandées de la journée. Votre choix musical avec Denis Fortin. Les jeunes n'avaient pas l'Internet, les jeunes n'avaient pas l'accès à la magie de l'ordinateur dans ce temps-là comme aujourd'hui. Donc, leur seule chance, à moins d'avoir l'album, leur seule chance d'entendre leur tune, c'était d'écouter du Sassis. Tu ne peux pas t'écouter à 8 h, tu les entendais pas. T'écoutais à 5 h 30, tu les entendais pas les Backstreet Boys. Mais entre 6 h et 6 h 30, tu étais sûr d'en entendre. Moi, ça fait 30 ans, ça va faire 30 ans que je travaille ici. Et honnêtement, j'ai eu pendant les 30 années que j'ai passé ici, jamais j'ai eu l'impression de venir à la job. Moi, je suis venu à la récréation. Moi, je suis venu m'amuser pendant 30 ans. Il y a eu des nouvelles façons de faire de la radio qui aujourd'hui apparaissent tout à fait banales, mais à l'époque, c'était un peu révolutionnaire de travailler debout. C'est quoi était la première station à faire travailler ces animateurs debout? Il y en avait aux États-Unis, mais il n'y en avait pas au Canada à ce moment-là. Dans la prochaine heure, 50 Cent rend hommage à Céline Dion. Madame Margot apprend... Oui, elle apprend que sa belle-fille est enceinte et le zapping télé. Ah, c'est quoi? Sans prétention, il y a encore quand même juste moi qui est ici dans la bâtisse. Tous ces gens-là sont disparus. Monsieur Brathwaite n'est plus ici. Il ne reste que moi après toutes ces années. Prêt? Ouais. Et voilà! Est-ce que tu la mets dans... Juste bien joué. OK. Toujours un peu nostalgique. Moi, j'ai pas. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés dans un café. J'ai pas vraiment le cœur à me présenter à la station puis avoir ce déménagement-là, pas vraiment. Je suis raisonnablement nostalgique. Pourquoi t'es quitté? J'ai quitté parce que c'était la fin d'une époque, comme ça a été la fin d'une époque pour... Tout le monde est quitté, en fait. Je suis pas le seul, hein. Des anciens, il reste personne. À part Gilles Guerrier puis la nuit. Il y avait le spot de hot dog à côté. On avait faim, on lançait le mot en ondes, on a faim. Les hot dogs arrivaient, les mets chinois arrivaient. Il y avait ici quelque chose qui se passait nulle part ailleurs. L'esprit corporatif, briefcase, n'avait pas de place. C'était vraiment un lieu d'intimité, de fraternité. Quand j'ai commencé à faire de la radio, c'était le AM qui était dominant et le FM était le parent pauvre. Et rapidement, à cause de la qualité du son, à cause des formats, c'est devenu l'inverse. Et les gens se sont habitués à une qualité, par exemple, de son. Il y a toute une génération qui n'a jamais écouté la radio AM de sa vie. Et il y a toute une génération qui, probablement, moins aujourd'hui, mais n'aurait jamais pensé écouter le FM. Nous remercions tous ceux qui nous ont rendu visite cet après-midi. Et que diriez-vous d'une petite chanson qui va nous servir d'indicatif? Tout le monde! J'écoute ces Il y a eu tellement de gens, de choses qui ont été faites remarquables, qui ont été faites ici. C'était des activités, alors finalement, tous les murs ont une histoire. Il s'est passé quelque chose dans ce coin-là, dans ce coin-là. On a tous vécu des choses formidables du métier dans cette bâtisse. Tout petit ou tout jeune, 12, 14, 16 ans, je vois Jean Coutu arriver là, Émile Genet, je me rappelle, Jacques Normand, même Félix Leclerc, qui avait travaillé à CKVL. Pour moi, c'était un temple de culture. Je voyais ça comme très gros et gênant. Des fois, il y avait des danseurs à claquettes. Alors, on est à la radio, là, hein? Alors, imaginez-vous, et tout ce que vous aviez, vous écoutiez la radio, hein? Tout ce que vous aviez, c'était le piano qui faisait clonk, clonk, clonk. Puis là, vous aviez les claquettes, eux autres, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alors là, c'est tout ce qu'on avait. Écouter un danseur à claquettes à la radio, ça, c'est numéro un. C'est comme, les jeunes ne peuvent pas s'imaginer qu'on était comme ça parce qu'on n'avait pas de télévision, là. On parle souvent des fantômes du forum. Je pense qu'il y a des fantômes de CKVL ici. On sent, moi en tout cas, personnellement, je sentais cette présence-là. J'étais très impressionné de travailler dans un endroit où tous ces gens-là avaient œuvré dans une bâtisse qui, je pense, avait gardé le caractère de son âge sans être pour autant vétuste. Bon, c'était pas quelque chose de moderne, ça n'a jamais été quelque chose de moderne, mais c'était quand même relativement propre et ça avait ce que moi j'aime beaucoup, un cachet. Bon, on se gagne-tu d'un bat? Un bat de baseball? Tu es pas? Il y en avait. Elle te dit, attention, on va. Ça n'a pas changé. Il n'y a pas d'ordinateur comme ça, là, ici, là, des tours, là.
Ici, c'était la salle des menuisiers. Il y a des fils qui sont ici, dans les murs, là. Encore l'électricité dessus, mais ils savent pas. Ouais, ça. Ils savent pas où ça va, ils n'ont jamais trouvé. On disait souvent, si quelqu'un enlève les fils dans les murs, dans les plafonds, la bâtisse tombe. Ah! C'est ça qui tient la bâtisse. C'est laid. Il y a des rats. Les murs, c'est épouvantable. Quand tu défais un mur, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est épouvantable. Mais ici, ça a déjà été, mettons, à l'époque, il y avait une salle de danse en bas. Avant de devenir un poste de radio, c'était une salle de danse. Il y a eu des grandes émissions faites dans la grande salle. Mais c'est ici que ça prenait naissance. Et les meilleurs, les plus excentriques, les plus créatifs venaient travailler ici. On prenait souvent des gens qui avaient raté leur classique ou qui se destinaient en droit et puis qui passaient pas, ils allaient faire de la radio. C'était un refuge pour gens instruits qui n'avaient pas tout à fait complété des études avancées. De haut en bas, ils diffusaient donc une forme de connaissance. L'exigence principale était d'avoir une voix basse et puis une capacité de français irréprochable, d'avoir les pauses de voix nécessaires. L'esthétisme verbal était très important à cette époque. Elle diffusait aussi beaucoup plus de culture et de savoir qu'elle n'en fait aujourd'hui. Pourtant, elle s'adressait à une population peu instruite dans ces années 20, 30, 40. On disait, bon, le Québec était une terre agricole, analphabète, et elle instruisait ces gens par son discours. Aujourd'hui, on est censé être instruit, bardé de diplômes, et elle abrutit ces gens en arrosant des auditoires dans la facilité et les émotions. Et puis c'est ici que sont nés, dans ce studio-là, que sont nées les lignes ouvertes, 24 heures sur 24, les radioromans. Jack, lui, si ça marchait, il en mettait 24 heures sur 24. Alors, on enregistrait les gens après les autres, ou des fois, il y en avait deux qui s'enregistraient en même temps. Donc, on était toujours une trentaine, une quarantaine, cinquantaine d'acteurs à circuler, à se dire bonjour, puis on montait chez Titleman, dire bonjour, M. Titleman. Puis tu avais une vie là, extraordinaire dans la boîte. Dans le studio, tu avais le bruiteur qui, lui, avait son instrument extraordinaire. Ils avaient des espèces de portes doubles, là, avec tout ce qu'il y a. Il y avait une porte d'automobile, il y avait une porte de jardin, une moustiquaire, une porte de maison normale. Tu avais un truc de confessionnal pour glisser. Tu avais tout dans cette porte-là. Et puis, lui, il avait ses instruments sur une table, une flûte, un klaxon de voiture, une timbale. Et le bruiteur étudiait son texte comme nous, et puis il faisait l'émission comme nous, il avait son micro, et puis si je cassais un biscuit, je disais, maman, donnez-moi donc un autre biscuit soda, puis je cassais un biscuit soda dans mon jus de tomate, ben lui, il faisait ça, là, avec un vrai biscuit ou avec autre chose, et puis on faisait nos fade-out nous-mêmes, on disait, bon ben, salut, là, je m'en vais à demain, là, puis on se tournait. Blang! Là, le bruiteur faisait la porte qui se ferme, tu comprends? Ça ne pouvait arriver qu'ici, ils engageaient des humoristes, puis des annonceurs de radio qualifiés. Roger Drolet. Roger Drolet était l'inventeur des blagues au téléphone, des insolences d'un téléphone. C'est lui qui a inventé ça au Canada. Ça a déjà inventé ailleurs, mais au Canada, c'est lui qui l'a inventé le premier. Jack l'a engagé. Ça a commencé ici. Je pense à Gilles Pellerin, qui faisait son émission de 2 à 3, la ligne est occupée. Il fermait le bar à 7 heures le soir. Ça, c'était du grand... Ça se voit plus, ça, aujourd'hui. Ensuite, tu avais Jacques Normand qui était venu remplacer, puis la pauvre petite fille qui travaillait là, elle ne connaissait pas ça. Elle dit, je sais qu'il aime le cognac, elle dit, je vais lui offrir un verre. Elle laisse la bouteille sur la table. Alors, on est 3-4 pour le descendre des marches du 3e étage ici, aller le reconduire chez lui. Ça aussi, c'était un autre grand personnage de la télévision et de la radio. C'était tous des personnages comme ça. C'était vraiment loufoque. On s'amusait. C'est avec émotion que je m'approche de ce micro qui a vu tant de vedettes passer devant ce lézard. Cette banque-là, c'était une banque de cité-district. On déposait nos dizaines quand on était jeune ici à l'époque. Et l'église, évidemment, avait son Sacré-Cœur en or à l'époque, qui était peinturé couleur à feuilles d'or, en fait. C'est un des plus beaux presbytères de Montréal, c'est ici.
Quand on regarde, par exemple, la radio des années 30 et des années 40, mais force est de constater qu'elle est plutôt religieuse. On va lire, par exemple, le chapelet en après-midi. Le soir, on peut écouter la messe. Oui, quand le chapelet parlait de CKAC, la première station qui a donné le temps d'antenne pour l'archevêque pour avoir son émission, c'était CKAC. Et il était comme ça avec l'Église. Ils marchaient très bien ensemble. C'est sûr qu'il y avait peut-être le monde qui ne voulait pas donner une licence à un anglophone, mais c'était une licence bilingue. Et malgré tout ça, il a fait plus pour le talent québécois que bien d'autres. Tous les ans, c'était un gars qui était sur le bien-être social. Et tous les ans, quand il arrivait le printemps, il sortait sur son balcon en T-shirt, sale, T-shirt, et puis la caisse de bière. Et tous les gars qui sortaient, moi comme les autres, là, ils t'accrochaient, ils disaient « Hey, viens donc, Carlis, c'est toi qui me la paye, mon hostie, prends-en une! » Ils payaient la bière à tout le monde. C'est une grande joie pour moi. Je n'avais rien préparé. Et je voudrais vous dire que c'est avec émotion que je m'approche de ce micro. Quand ils ont fermé les portes le 10 décembre 1999, là, j'ai perdu beaucoup d'occasions de m'amuser, de rire et d'avoir du plaisir. On aurait pu nous dire au moins merci. Personne ne nous a dit merci, rien. On nous a laissés comme des chiens. La radio va commencer à s'affaisser dans son rythme de diffusion vers 1990, je dirais. Je pense que la radio est un média qui est en pleine mutation, qui est certainement un carrefour actuellement. La radio AM, entre 89 et 94, a perdu 60 millions de dollars. Tout ce qu'on aura vécu ici, et tout va être oublié, néantisé. Et on était là comme deux animaux, là, et c'est fini. Au revoir. C'est ça peut-être la radio. Et c'est aujourd'hui que la dernière émission de radio sera diffusée de l'édifice de Chorus du 211 Gordon à Verdun.